Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente d'accueillir aujourd'hui Fatouma Diallo, qui est une voix parmi les milliers les plus importantes de la région sur la question de genre. Je suis contente de l'avoir aujourd'hui parce que nous allons parler de justice de genre, mais surtout en ce mois de mars, qui est le mois de la femme. Et au-delà, c'est une initiative appuyée par Forest International, qui est un réseau mondial qui vise à mettre en lumière la société civile à travers le monde. Et donc, dans sa campagne March with Us, ça veut dire marcher avec nous, l'idée aujourd'hui, Fatouma, c'est de discuter de justice de genre, de ce que vous faites, de vos efforts individuels, collectifs au Sénégal et peut-être ailleurs, hein, en Afrique. Nous aurons l'occasion d'échanger sur tout ça. Donc, merci pour votre temps, merci pour cette disponibilité à répondre à mes questions. Vous présentez et vous parlez et nous parler de votre travail. Alors, bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je m'appelle Fatouma Diallo, j'ai 27 ans, je suis créatrice de contenu, styliste et militante féministe et pro-palestinienne. J'ai fait un bachelor en sciences politiques et relations internationales et j'ai pour aspiration de devenir une sociologue spécialisée sur les questions de genre, d'environnement et d'islam, surtout en Afrique de l'Ouest, et également être docteur en psychologie, Inch'Allah. Et je suis militante féministe au Sénégal. Je fais partie du collectif des féministes du Sénégal, donc je fais entre guillemets partie des membres fondatrices. Et récemment, je fais partie d'une coalition qui s'appelle Louis Jotna, qui implique plus de 100 signataires, y compris des sociétés, des organisations de la société civile, à savoir des ONG, des associations féministes, des associations juridiques, etc. Et récemment, donc le dimanche, nous avons organisé un sit-in qui s'appelle Warchatna, hashtag Warchatna, donc ça veut dire il est temps de parler. Et cette campagne est un découlement de la coalition que nous avons fait pour appeler à la réforme du Code de la famille au Sénégal et la reconnaissance du féminicide dans le Code pénal. Et pour vous, que signifie la justice de genre dans votre communauté, justement? Ma communauté, c'est un mot qui est assez vague pour moi. Pourquoi? Parce que je suis née et j'ai grandi en Arabie Saoudite. Ok. Et à l'âge de 14 ans, je suis arrivée au Sénégal, mais d'origine, je suis malienne essentiellement et nigérienne. Et j'ai une famille de diplomates qui a évolué entre le Mali, le Niger et le Sénégal. Et j'ai eu à évoluer dans des milieux où j'ai travaillé sur des projets sur les questions de genre, sur les questions d'égalité et sur les questions des droits des femmes. Ok. Et en ce qui concerne ma communauté, je ne saurais pas vraiment comment définir ma communauté parce que je suis une personne qui a un background assez multiculturel. Mais je sais que la question des femmes m'a toujours alarmée. Depuis que je suis petite, j'ai grandi dans un pays où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, où il y avait également beaucoup d'idées reçues sur la manière dont on vivait en Arabie Saoudite. Quand je suis arrivée au Sénégal, les gens avaient beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères le Sénégal à l'Arabie Saoudite ou le contraire? Il paraît que toutes les femmes sont obligées de sortir couvertes de la tête aux pieds. Il paraît que tu ne pouvais pas sortir sans être accompagnée. Donc, il y a des idées reçues, il y a un décalage entre les lois, la perception, les idées reçues à travers les médias à l'international et la réalité dans la pratique sur le terrain. Et ensuite, j'ai dû, disons, concilier ma réalité dans laquelle j'ai grandi avec les nouvelles réalités du Sénégal. Mhm. C'est un pays qui a été colonisé par la France, donc assez occidentalisé, mais en même temps, c'est un pays qui a majorité musulmane, donc 95%, d'après mes dernières informations. Mais c'était quand même un contexte assez particulier. Déjà, quand j'étais en Arabie Saoudite, en tant que femme noire, en tant qu'adolescente noire, je ne me considérais pas comme une femme belle, tout simplement parce que je n'entrais pas dans le standard. Et quand je suis arrivée, j'ai réalisé que je rentrais dans les standards, mais avec une limite. La limite, c'était que j'étais une plus size woman, donc je suis une femme assez enveloppée, pour ne pas dire grosse. Et il y a la question du colorisme. Donc, même quand j'étais en Arabie Saoudite, malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes noires dans mon lycée français, j'étais un peu impliquée dans cette démarche de concurrence avec les autres filles pour être plus claire, malgré le fait que
socialement parlant, je suis considérée comme une femme claire, mais dans mon entourage direct, je suis considérée comme une femme foncée, pas assez claire. Et quand je suis arrivée au Sénégal, il y avait non seulement cette question de colorisme qui revenait, donc j'avais certains avantages par rapport à d'autres femmes, parce que je suis plus claire, mais j'avais des désavantages, par exemple, par rapport aux femmes qui étaient métisses, qui étaient plus claires, ou bien qui étaient plus minces, ou bien qui avaient une certaine ambiguïté raciale, qui avaient les cheveux curly, etc. Mais c'est en arrivant au Sénégal que j'ai pu me réapproprier mon image de femme noire, accepter mes cheveux crépus, j'ai arrêté de me défriser, accepter le fait que j'étais belle et que même si genre, je subissais de la grossophobie, que je pouvais m'accepter comme je suis. Et c'est très important en fait pour moi de contribuer au processus d'assurer en fait une société où il y a une justice sociale, que ce soit en ce qui concerne le genre ou d'autres identités ou d'autres marqueurs d'identité qui peuvent être des freins socialement parlant. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un pays où en 16 mois, on a la connaissance de jusqu'à 23 cas de féminicide médiatisés. On vit dans une société patriarcale où il y a une culture du moun, du sutura, une culture qui consiste à vraiment silencer en fait les femmes, Mhm. euh, à les pousser à se taire, à taire les mots qu'elles subissent, qu'elles endurent dans leur vie, qu'elles soient des enfants, des adolescentes ou des femmes, ou même des femmes au sein d'un ménage. Il y a l'injonction du mariage, l'injonction d'avoir un mari. Il y a en fait cette surveillance sur le corps, que tu sois voilée ou pas. Il y a en fait, c'est assez complexe. Ce n'est pas binaire, c'est très nuancé. Mais je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui, en tout cas en 2026, euh, d'obtenir en fait le respect des promesses que le président Diomaye Diakhar Faye a fait dans son programme électoral. Donc, le fait de réformer le code de la famille pour qu'on puisse avoir accès à l'autorité parentale partagée, qu'il y ait des réformes au niveau de l'âge du mariage légal, qu'il y ait une harmonisation entre le code de la famille sénégalais et le protocole de Maputo qui a été ratifié par le Sénégal sous Ouad, mais plus spécifiquement la reconnaissance du féminicide dans le code pénal pour qu'on puisse lutter contre ce phénomène qui euh, voit une montée en fait dans le pays. Donc il y a de plus en plus de violence et à travers la mondialisation, les réseaux sociaux, l'incélisation, le red pillisme et la misogynie violente se manifestent de manière de plus en plus tôt en fait chez la population masculine. Mhm. Par exemple, l'autre jour, il y avait un cas de viol collectif sur une adolescente de 14 ans et toutes les personnes qui ont participé à ce crime avaient entre, je pense, 13 et 17 ans. Donc, c'est très important pour nous, en fait, de vraiment se réveiller et de réaliser qu'il y a un réel problème, en fait, dans notre communauté en ce qui concerne le traitement des femmes. Merci beaucoup, Fatouma, pour être revenu sur votre parcours qui est magnifique et qui surtout regroupe des pays qui, je pense, qu'il serait intéressant de savoir votre avis sur les différentes questions que je voudrais poser. Je voulais les limiter au Sénégal, mais il serait bien de couvrir le reste de l'Afrique, en tout cas le Mali, le Niger, sur ces questions-là. Par exemple, pour la question de la sécurité. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur la situation politique et sécuritaire, pas seulement au Sénégal, comme j'ai dit, et comment elle affecte les femmes et les filles. Moi, je viens de deux pays qui sont particulièrement affectés par la question du terrorisme. Mhm. Ma famille vient du nord du Mali, donc de Gao, une zone qui est majoritairement Peul et Songhai, plus particulièrement de Fafa. Et il y a, je pense, 2 ans, 3 ans maintenant, en 2023, nous avons perdu des proches lors d'une attaque terroriste qui a été menée sur un navire qui quittait Bamako pour aller vers Gao. Mhm. Donc, j'en ai fait les frais. Ma famille en a fait les frais. On a perdu des proches même avant ça, durant les conflits, cette question en fait qui touche certaines parties de nos deux pays respectifs. Et c'est une question qui affecte particulièrement les femmes parce que, comme on le sait en général, en temps de guerre, les femmes, les couches les plus vulnérables sont touchées plus particulièrement parce qu'elles vivent déjà une injonction en temps normal. Donc, en temps de guerre, elles doublent et les effets en fait s'exacerbent. Mhm. Donc, on a l'exemple du Soudan, par exemple, avec le génocide en ce moment qui se passe, c'est la plus grosse crise humanitaire sur Terre, la plus grosse famine sur Terre. Et il y a un nombre de violences sexuelles sur les femmes et les enfants qui est vraiment alarmant.
Il y a aussi le Congo, il y a aussi la Corne de l'Afrique, donc l'Est de l'Afrique, en Éthiopie, en Érythrée, etc. Et au Mali, au Niger, on a tout le temps en fait cette question sécuritaire qui revient. On fait attention aux zones dans lesquelles on part, quand on voyage, etc. Parce qu'il y a un risque en fait de subir des attaques. Mais quand on est une femme, il y a ce risque supplémentaire de subir des violences sexuelles. Maintenant, en ce qui concerne le Sénégal plus particulièrement, je peux dire que en tant qu'habitante, en tant que personne qui habite à Dakar, on est assez chanceux pour l'instant, alhamdoulilah, mashallah, parce qu'on vit dans un des pays les plus stables politiquement de l'Afrique de l'Ouest, qui n'a jamais connu vraiment de coup d'État. Donc, pour la question sécuritaire, on est assez épargné, mais on vit quand même, disons, les conséquences, on subit les conséquences des changements des régimes. Dès qu'il y a un changement de régime, on attrape son cœur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ce régime-là va décider par rapport au sort des femmes. Au Niger, ils ont supprimé le ministère de la femme. Au Mali, je pense en 2024, ils ont pas organisé les 16 jours d'activisme, alors qu'il y a un taux très élevé de mariage forcé, mariage précoce, d'excision, de viol, de féminicide. Au Niger, pareil. Et au Sénégal, quand le nouveau régime s'est installé, ils ont changé le nom du ministère de la Femme, qui est devenu le ministère des Familles, de la Solidarité et des Actions sociales. Et ça a été très, très, très alarmant pour nous, pour les organisations de la société civile et pour les organisations féministes. Pour nous, c'était le premier red flag. Quand on change le nom du ministère qui s'occupe des problématiques liées aux femmes, plus spécifiquement au ministère des familles, c'est-à-dire que la femme est réduite à son rôle au sein de la famille. On ne considère pas en fait son existence, ses expériences en dehors du cadre familial, c'est-à-dire au travail, en tant qu'adolescente, en tant qu'étudiante, dans le milieu médical, etc. Même s'il y a des cellules, des directions au sein du ministère qui s'occupent de ces questions-là, mais pour nous, le changement de ce nom était un red flag. Et aussi, la présence, le nombre, le déficit en fait entre la présence des hommes, la représentation des hommes et des femmes au sein du gouvernement est alarmante pour nous parce qu'on a l'impression que les femmes ne sont pas assez écoutées, elles ne sont pas assez impliquées. Et les femmes qui sont choisies en fait pour être impliquées dans certaines prises de décision, bah, elles sont alignées avec le régime. Donc, elles ont certaines idéologies en fait qui ne collent pas tout simplement avec les besoins, les revendications des femmes de la société et les organisations de la société. Pour revenir un peu à la société civile, justement, vous terminez avec ça. Est-ce que vous pensez qu'elles sont confrontées, de même que les militantes, hein, à des restrictions au Sénégal? Vous avez parlé du Mali. Effectivement, il y a beaucoup de restrictions, surtout avec les changements, comme vous dites, de régime avec le temps. Et les réalités sont très différentes de celles de Dakar, du Sénégal. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur des menaces ou des violences par rapport au Sénégal en tant qu'exemple? Alors, particulièrement durant notre campagne en ce qui concerne les féminicides et la réforme du Code de la famille, Mhm. les gens sont capables d'admettre que c'est mauvais, que c'est un crime, que ça ne doit pas perdurer, que les femmes soient tuées, violentées, que les enfants également subissent des violences masculines et sexuelles. Mais dès le moment où on veut déconstruire, où on veut aller à la source, où on veut trouver des solutions juridiques, des solutions étatiques, institutionnelles, il y a un blocage parce qu'il y a une certaine régression en fait par rapport aux mentalités dans notre société malheureusement. Nos aînées, les pionnières féministes du Sénégal, elles trouvent que notre génération est beaucoup trop indulgente, beaucoup trop molle, pas assez militante. Et je pense que c'est dû au fait que après leur combat, on a bénéficié de certains droits que beaucoup parmi notre génération ont pris pour acquis et elles finissent par renverser la donne et verser en fait dans les pratiques patriarcales et la culture du viol Mhm. et tout ce qui concerne le fait de stigmatiser la femme et de la réduire au mariage, à la maternité et la réduire à son corps. Et en ce qui concerne plus particulièrement les menaces, il y a des restrictions. Euh, on ne sent pas qu'on a la liberté d'exprimer réellement ce qu'on veut par rapport à nos droits. Même pour demander la simple légalisation de l'avortement en cas de viol et d'inceste, ça devient un problème parce qu'on va brandir la question de la religion alors que c'est beaucoup plus nuancé. Ce n'est pas interdit, c'est conditionné et l'islam est un système juridique qui permet en fait un certain niveau d'évolution en fonction du contexte sociétal.
par rapport aux avancées de la société, par rapport à l'avancée ou au changement ou l'évolution des normes sociétales et surtout par rapport à l'intérêt général des membres de la société. Donc, si on considère qu'aujourd'hui, il y a un problème vis-à-vis des violences sexuelles qui sont commises sur les femmes et les enfants et qu'il y a des enfants qui ont jusqu'à 9 ans qui tombent enceintes après avoir subi des viols ou de l'inceste et qu'elles tombent enceintes et qu'elles soient obligées de mener ces grossesses à terme, ce qui peut créer un risque sur leur vie, euh, on a le droit en fait de mettre en place des dispositions pour l'intérêt général, pour les protéger, parce qu'il y a un problème de misogynie violente dans notre société. Et personnellement, en janvier, je pense, janvier, février, on a reçu des menaces de mort sur les féministes, parce qu'on a parlé de la polygamie, du fait que c'est pratiqué de manière abusive et que peut-être il serait temps d'abandonner cette pratique puisqu'elle n'est pas pratiquée en bonne et due forme, surtout au Sénégal. C'est quelque chose qui est très démocratisé, très facilité, très accessible et très souvent pour des personnes qui ne sont pas capables en fait de la pratiquer de manière normale. Donc quand on voit que le statu quo ou bien la majorité des personnes qui pratiquent cette chose euh, engendre des conséquences générationnelles, c'est des foyers où il y a de la promiscuité, où les droits des femmes, des enfants ne sont pas respectés, où il y a de l'animosité, où il y a des attaques spirituelles, mystiques, où il y a des attaques physiques, où il y a des abus sexuels qui crée des générations de jeunes Sénégalais, Sénégalaises ou futures personnes dans ces sociétés qui sont traumatisées, qui prennent en fait des séquelles psychologiques, etc. Et quand j'en avais parlé, euh, j'ai été insultée, bien sûr, on est habitué, on est toujours insulté. Le fait même de se dire féministe aujourd'hui devient comme un gros mot. Mais le fait de nous menacer de mort, de dire qu'il y a un homme qui a dit qu'il était prêt à marier les féministes pour pouvoir les engrosser, les tuer, j'aimerais vraiment le faire, je suis prêt à prendre la Ces menaces, perpétuité vous pour les ça. avez reçues sur les réseaux sociaux ou Sur les comment? réseaux sociaux. Sur Sur les les réseaux réseaux sociaux. sociaux. Wow. Et c'est des personnes qui le font à visage ouvert. Ils n'ont pas peur des répercussions parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y aura pas de répercussions parce que aujourd'hui, c'est devenu acceptable en fait de jeter les femmes en pâture, surtout les féministes qui parlent des droits des femmes. Mhm. Et on reçoit souvent des vagues de haine, de l'harcèlement, des insultes, des injures. J'ai déposé plainte. Il y a différentes plaintes qui ont été déposées, mais il n'y a pas de réponse. Il y a une lenteur dans les procédures et on doit juste subir. On subit les menaces, on subit l'harcèlement, on subit les injures, on subit la calomnie, on subit la diffamation. Et on subit également notre expérience en tant que femme. Donc, dès qu'on sort, l'harcèlement dans la rue, les injonctions sociales, les étiquettes, etc. Donc, il y a clairement une restriction sur notre parole et il y a des menaces clairement sur nos vies et c'est très commun, c'est partout sur les réseaux. Donc, voilà. Merci d'être revenu sur ça. C'est très, très important de lister plutôt les différents obstacles hein, pour les femmes et à quoi elles sont confrontées au quotidien. Euh, Justement, est-ce qu'il y a d'autres obstacles pour, par exemple, accéder à l'éducation, à la santé, à la terre ou à la participation politique? Vous avez parlé de politique tout à l'heure, comme quoi il faut se ranger des fois pour faire partie des gouvernements. Il y a deux choses. Déjà, il y a le fait qu'il faut ou se ranger du côté du régime, Mhm. ou en fait inclure les problématiques des hommes, même si parfois elles sont très minoritaires ou bien euh, pas, pas du tout impactantes par rapport à nos réalités en tant que femmes, pour qu'on puisse considérer nos causes, nos revendications comme quelque chose qui prend en compte les préoccupations ou les réalités de tout le monde, y compris les hommes, pour que Mhm. ce soit digeste et accepté. Mhm. Et en fait, il y a une silenciation qui est couplée d'une vague qui consiste à noyer en fait les revendications féministes sur les réseaux sociaux. Donc sur les plateaux télé et dans les réseaux sociaux en général, il y a un statu quo par rapport aux choses qui sont dites. C'est-à-dire que la misogynie est banalisée. Les idées reçues, la désinformation, la banalisation de certaines pratiques, de certains propos qui font l'apologie du viol ou de la pédocriminalité sont normalisés sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. Il y a en fait un envahissement de l'espace médiatique et virtuel qui consiste à tout simplement réduire la femme à un objet qui peut être possédé, à un objet qui peut être traité avec violence.
Donc, il y a ça. Maintenant, en ce qui concerne à l'accès à différentes choses, donc les soins médicaux, l'éducation, etc. Déjà, en ce qui concerne la politique, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. On a l'impression que l'État fait vraiment ce ce qui arrange ses intérêts en ce qui concerne la représentation des femmes au sein du gouvernement. Et souvent, ce qu'on nous sort comme excuse, c'est oui, mais c'est pas une question de genre, c'est une question de compétence. Mais il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être nommés, qui ensuite sont limogés parce qu'ils ne sont pas assez compétents. Et il y a beaucoup de femmes, j'en suis sûre, qui sont assez compétentes pour euh, qu'on puisse avoir une Assemblée nationale et un gouvernement en fait, où il y a la parité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne la santé, on a une inquiétude, une préoccupation particulière en ce qui concerne les violences gynécologiques et obstétricales. Donc, il y a pas mal de violences dans les hôpitaux. J'en ai fait les frais, que je sois depuis, donc ça fait 14 ans que je suis au Sénégal. Pour une simple chose, par exemple, tu viens à l'hôpital, tu as des points de suture, tu as 17 ans, tu pleures, on te dit de ne pas pleurer, une grande fille comme toi, tu as des douleurs, en fait, on te dit tout le temps de te taire. De réprimer Il y ces a des douleurs-là. Mhm. Exactement, parce que ça fait de Mhm. toi une femme brave, endurante, etc. Et ça, bien entendu, c'est un héritage colonial qui est exacerbé par l'aspect patriarcal. Il y a certains villages où les femmes, en fait, culturellement, sont obligées d'accoucher seules. Elles vont s'enfermer dans une chambre toute seules et accoucher sans faire un seul bruit, parce que c'est considéré comme une honte, en fait, une humiliation pour elles d'exprimer de la douleur lorsqu'elles sont en train d'accoucher. Dans les hôpitaux, il y a des biais misogynes. Les personnels, il y a des professionnels de santé qui vont verser en fait dans la misogynie à travers leurs biais qui sont issus de leur conditionnement sociétal, qui vont dire des propos vraiment violents. Par exemple, oui, quand tu faisais le bébé, ça te faisait plaisir, et maintenant que tu accouches, tu veux crier, ils vont appuyer sur ton ventre, ils vont te frapper, ils vont te crier dessus, ils vont mal te parler. En fait, il y a en fait pas de limite entre le professionnel et le personnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui permettent à leurs biais personnels, misogynes, leurs idées reçues, etc., de se déverser dans leur travail et ils vont s'en prendre aux patients. Donc il y a ça. Il y a aussi la question du traitement des femmes en milieu médical en général, que ce soit des professionnels. Donc par exemple les femmes médecins qui sont enceintes, qui subissent des discriminations, qui sont limogées ou qui sont comment dire, licenciées, etc. Même au niveau de l'administration, c'est un problème. Donc ça, c'est une chose. Il y a la question de la garde des enfants. Il y a des femmes qui sont mères, qui travaillent, qui ont besoin de dispositifs, des crèches communautaires, des crèches administratives pour pouvoir avoir leurs enfants à côté. Il y a la question des congés de maternité payés qui doivent être plus longs et bien payés. En ce qui concerne l'éducation, on sait très bien que il y a pas mal de personnes qui préfèrent que les garçons aillent à l'école plutôt que les filles. Mais au Sénégal, il faut noter que les filles, en général, le taux de filles qui réussissent le bac est un peu plus élevé que les garçons. Les filles sénégalaises sont très braves, très studieuses. Mais il y a la question de la précarité menstruelle, qui représente un défi pour beaucoup d'élèves, filles, notamment en dehors de Dakar, dans les banlieues, dans les régions, parce qu'il y a un manque d'accès aux serviettes hygiéniques, il n'y a pas d'accès à une bonne éducation sur l'hygiène menstruelle, sur la reproductivité, enfin la santé reproductive et sexuelle, etc. Donc, il y a beaucoup de filles qui vont rater l'école parce qu'elles n'ont pas de serviettes hygiéniques, parce qu'elles vont dans des établissements qui ne sont pas assez équipés, où il y a des toilettes qui ne sont pas adéquates, où elles vont peut-être avoir des infections, des maladies, ou elles vont juste décider de rester à la maison parce que aujourd'hui, en tant que femme, ça fait des millénaires qu'on a nos règles, mais que jusqu'à aujourd'hui, notre société n'est pas adaptée en fait à cette chose-là qui est tellement normale pour la majorité des femmes. Donc voilà, en ce qui concerne l'accès à la santé, à l'espace politique, tout ce que les femmes subissent dans le milieu professionnel, sanitaire, éducatif, etc. C'est très, Mais il ne faut très pas oublier utile. également, Oui. j'avais oublié, l'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et ça arrive même dans les ONG qui sont internationales, parfois même les programmes qui s'occupent des questions de genre et d'égalité. Les hommes qui pilotent ces projets-là vont eux-mêmes être misogynes, ou bien ils vont être accusés d'harcèlement ou de propositions indécentes ou même d'agression sexuelle. Mais
Ça va toujours, toujours, toujours passer sous le tapis et c'est quelque chose qui est tabou, dont on ne veut pas parler, alors que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement commun. Je continue avec les questions. C'est tellement riche en informations. Malgré ces défis, euh, à votre avis, comment les femmes s'organisent-elles? Parlons un peu sur les organisations de la société civile, ou même au niveau Alors, communautaire, hein? au niveau communautaire, il y a deux formes d'organisation. Donc, il y a les organisations municipales. Mhm. Donc, dans les quartiers, dans les communes, il va y avoir des associations de femmes en fonction, par exemple, de là où elles habitent ou bien de leur profession. Donc, des associations de femmes qui sont spécialisées dans la transformation alimentaire ou bien l'association des femmes commerçantes ou bien l'association des femmes qui font la pêche ou qui vendent le poisson, etc. Et elles vont s'organiser comme ça avec des, 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 des tontines, des moyens de cotisation, etc. Mhm. Il y a des conseils féminins au sein des municipalités et des instances de gouvernance locales, notamment en ce qui concerne les départements, les régions, etc. Et en ce qui concerne la société civile, nous avons des syndicats. Donc, il y a des syndicats au niveau de l'administration, au niveau du privé. Il y a des organisations de juristes, de femmes juristes, qui vont se pencher sur la question spécifique de l'accompagnement juridique des victimes de violences ou bien des victimes oui, de violences masculines, que ce soit au niveau juridique, au niveau psychologique, économique ou physique et sexuel, en ce qui concerne la garde de leurs enfants, en ce qui concerne les violences qu'elles peuvent subir dans leur maison, en ce qui concerne l'état civil de leurs enfants ou bien les droits qu'elles peuvent avoir sur leurs enfants, etc. Mhm. Et il y a bien évidemment les associations féminines et féministes. Et bien sûr, il y a une distinction parce que l'étiquette, Mhm. le nom féministe vient avec une étiquette, donc il y a certaines qui l'évitent. Mhm. Et il y a certaines qui ne le disent pas haut et fort parce Mhm. que ça vient avec des conséquences, des injonctions sociales. Donc, comment on va s'organiser? C'est qu'on va faire des manifestations, des marches, des sit-ins, des initiatives, des ateliers de renforcement de capacité, des ateliers de formation, des ateliers où on va parler de la protection des lanceurs d'alerte ou bien des défenseurs, défenseuses des droits de l'homme et des féministes également, parce qu'il y a justement une riposte, en fait, des antidroits concernant le travail qu'on fait sur le terrain. Et on essaie tant bien que mal. C'est dur. C'est dur autant sur le plan personnel que le plan général, parce que en fait, il y a ce poids qui vient avec le militantisme. Une femme ne doit pas trop parler, ne doit pas parler trop fort, ne doit pas trop revendiquer. Et même si elle le fait, elle doit le faire très, 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 très gentiment et très doucement et très calmement. Alors qu'on est en train de perdre nos vies, on vit dans l'anxiété constamment. Quand on prend un taxi, quand on marche dans la rue, quand on est au travail, quand on est à l'école, quand on est à Personne n'est l'hôpital. épargné, effectivement. Personne n'est épargné. Je peux vous parler aujourd'hui et mourir demain parce que quelqu'un a décidé qu'il pouvait juste me tuer parce que je suis une femme. Donc, c'est quelque chose qui nous suit tous Mhm. les jours. Et donc, là, en ce moment, on a décidé vraiment, en tant que jeunes, d'organiser le sit-in Warjatna qu'on a organisé dimanche. Mhm. C'était suite vraiment à un ras-le-bol, en fait, par rapport au silence, au manque d'action Mhm. euh, des décideurs politiques face à la situation des femmes, la situation des filles et des femmes et des enfants en général, et même des hommes. Parce que je me rappelle, j'avais fait un sondage sur Twitter il y a quelques semaines sur les violences sexuelles subies durant l'enfance ou autres. Mhm. Et j'avais fait un sondage pour les femmes, un sondage pour les hommes. Les femmes, j'avais des centaines de témoignages. Et les hommes, pour être large, j'en avais entre 15 et 20. Et je suis très, très large. Mais il y en avait souvent qui me disaient, mais personne ne va répondre. Parce que en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de subir cette chose et de l'assumer en public. Parce que un homme doit être fort, un homme doit encaisser, un homme ne doit pas être vulnérable, un homme ne doit pas être faible. Et un homme ne peut pas être violé, tout simplement. Parce que tu es un homme, tu es fort. Donc comment est-ce que tu as pu laisser cette chose t'arriver? Donc, il y a vraiment un ras-le-bol en fait par rapport à ce qu'on subit. En 16 mois, des femmes entre 5 ans, des filles et des femmes entre 5 ans et je pense 57 ans ont été tuées par des hommes, que ce soit des proches, des connaissances ou bien leur conjoint ou leur mari. Et c'est alarmant. La dernière victime dont on a la Une femme connaissance a enceinte. été tuée. Elle était enceinte. Elle était enceinte de 7 Exactement. mois.
Et il paraît qu'elle a été tuée vraiment pour une chose très, très, très futile. Mais c'est ça, justement, le complexe de la société patriarcale, c'est que la femme n'a pas le droit à l'erreur. La femme doit se plier à 100% dans toutes les situations. Et même si on lui cause du tort, c'est elle qui doit, au final, revenir vers la personne pour tout régler parce que sa vocation dans la vie, c'est le mariage et la maternité. Et donc, pour pouvoir atteindre cette vocation, elle doit se plier, elle doit être moins exigeante, elle doit baisser ses standards, elle doit changer de qui elle est, elle doit se transformer, elle doit s'adapter à la personne qui est devant elle, qui risque de lui donner ce statut de femme respectée dans la société parce qu'elle a atteint, en fait, ce statut de femme mariée. Et maintenant, il y a l'autre pression qui va venir, une femme avec des enfants qui agit bien dans son mariage, etc. Donc, Tout ça, j'écoute avec attention, hein. Mais j'aimerais un peu qu'on mette l'accent sur qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir parce que c'est un portrait très réaliste de la société et de la place des femmes aujourd'hui, malheureusement. Mais qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Et pensez-vous, hein, qu'est-ce qui serait important pour expliquer pourquoi toutes les femmes d'Afrique devraient s'unir? alors, je sais pas si on a toutes de l'espoir. Je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui font ce qu'elles ont à faire parce qu'elles sentent une obligation de le faire, une responsabilité individuelle et collective. Euh, on est, on est fatigué. On est fatigué, on a l'impression qu'on est en train de régresser. Il y a tellement de choses qui se passent autant au plan local qu'international, parce qu'on sait qu'en ce moment, la situation géopolitique va affecter en fait nos pays respectifs. Mais on continue parce qu'un combat n'est pas facile. C'est un combat. Un droit s'arrache. Les droits qu'on a aujourd'hui ont été arrachés par d'autres avant nous dans le passé. Donc pour que nous et les générations après nous puissent en bénéficier, il faut qu'on continue à être forte, à se battre, à s'unir, à trouver un juste milieu entre nos divergences, parce qu'il y a des divergences, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes identités, il y a des différences de classe, de race, de religion, de validité, etc. Et ça peut créer en fait des divergences, ça peut créer des clashs, les sensibilités des uns et des autres peuvent être heurtées, mais ce qui est sûr, en tout cas en tant que femme dans le monde et en Afrique en plus particulier, c'est qu'on subit de la violence. On subit de la violence masculine. Donc on doit se battre pour nos droits. Si on peut le faire ensemble, c'est parfait. Et si on peut le faire à notre échelle à travers les outils qu'il y a à notre disposition en fonction du contexte dans lequel on vit, on va le faire. Et ce qui me donne l'espoir, c'est de voir combien de personnes sont venues à notre sit-in le dimanche. C'était un dimanche, on a commencé à 10 heures. Les gens sont venus en retard, mais ils sont quand même venus. Et il y avait des jeunes, il y avait des adolescentes, il y avait des filles de 12 ans, de 17 ans, de 16 ans. Il y avait des femmes âgées, il y avait des femmes enceintes, il y avait des femmes qui ont quitté les régions. Il y a une femme en particulier qui a quitté Bambilor pour venir Ah jusqu'ici pour oui, témoigner de sa situation où elle subit des abus de la part de son ex-mari. Donc voilà, les femmes sont touchées par la précarité, par tout ce que subit la population en général, plus l'injonction patriarcale, les violences masculines, mais le fait de voir les gens se mobiliser, le fait d'avoir interagi avec les personnes, le fait d'avoir vu des hommes qui sont prêts à en fait s'impliquer dans ça. Beaucoup d'hommes qui ont dit, moi je suis venu aujourd'hui parce que je veux me questionner, je veux faire mieux, je veux contribuer à un certain changement, je ne veux pas rester statique, je veux contribuer en fait à cette démarche qui consiste à se battre pour une justice sociale parce que j'ai des femmes dans ma vie, j'aspire à me marier, je veux que ma femme et mes enfants soient en sécurité. Donc il est important pour nous de porter ce combat et je suis vraiment contente de savoir que on a eu presque 300 personnes durant notre sit-in. Il y avait une couverture médiatique et même si bien sûr il y a le backlash, il y a en fait le soutien de la population parce que la réalité est là. Avant, on niait parce qu'il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, la technologie, les médias, les réseaux sociaux, tu ne peux pas ignorer la c'est violence que vrai, subissent les femmes. Tu ne peux pas le absolument. nier. Justement, on a beaucoup échangé sur différentes questions, hein, vraiment. J'aimerais juste terminer avec une série de phrases que vous allez terminer avec un mot ou deux. Euh, euh, donc, comme je vous ai dit, le contexte, c'est marcher avec nous, march with us. Et là, je commence. Nous marchons parce que, Nous marchons parce que nous voulons avoir la liberté, d'accord, nous refusons d'accepter parce qu'il en va de la survie.
des futures générations. Nos voix comptent parce que... Nous sommes des êtres humains, tout simplement, et une partie de cette société. Excellent. Merci beaucoup, Fatouma, pour cet échange. Merci surtout pour vos avis, hein. Je vous ai laissé la parole. Elle est très, très importante et avec nos encouragements. Merci Merci beaucoup. beaucoup, c'était un plaisir. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.